Alors, on est parti. Donc là, vous aviez les différentes réactions qu'on a vues dans le dernier chapitre, dont on va essayer de reconnaître les réactifs. Et puis, je vous ai remis aussi d'anciennes choses, notamment la voie du bas, là, avec le diène conjugué. C'était quelle réaction, ça? Ouais, Diels-Alder. Donc, hop, alors attends, il faut que je remette les bonnes couleurs. Donc, effectivement, on a une réaction de Diels-Alder ici, qui va donc former un motif cyclohexène à 6 chaînons. Et puis, on peut en profiter pour se rappeler un petit peu les propriétés de la Diels-Alder, à savoir qu'il y avait une stéréospécificité. Donc, vous voyez, les groupements qu'on a ici, le méthyle et l'éthyle, ici, vont rester du même côté. Donc, ça veut dire que je vais attendre, par exemple, d'avoir... Mince, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Ici et là, plus l'énantiomère, si je veux respecter la stéréospécificité de la réaction. Donc ici, ça serait réaction de Diels-Alder. Puisqu'on part d'un alcène Z, on tient compte du fait que le méthyle et l'éthyle vont rester du même côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la voie qui monte ici en haut à gauche? Reda? Hydratation. Ouais, hydratation acido-catalysée. Hydratation acido-catalysée. Donc dans le bilan, l'hydratation, c'est l'ajout d'une molécule d'eau. Et en termes de régiosélectivité, qu'est-ce qu'on peut dire de cette hydratation? On peut appliquer, il me semble, la règle de Markov-Nikov généralisée. Et c'est le carbone trisubstitué qui va être le lieu de l'hydratation. Oui, bon alors le lieu, c'est l'alcène complet, mais on va dire que l'alcool majoritaire est issu du carbocation le plus stable. Voilà, ici, je peux avoir un carbocation soit tertiaire sur cette position, soit secondaire ici. Donc, c'est plutôt, on va passer par le carbocation tertiaire parce qu'il se forme plus rapidement. Et donc, on s'attend à avoir ce régioisomère majoritaire. Ok, donc ça, on va noter que la réaction donc, est régiosélective et elle est non stéréosélective. Donc la régiosélectivité, effectivement, c'était la règle que j'ai appelée règle de Markov-Nikov généralisée. L'alcool majoritaire est issu du carbocation le plus stable. Cette voie-là, Johan, c'est quoi ça? C'est l'hydroboration. Ouais, c'est la séquence. Alors la première étape, c'est l'hydroboration. Et la deuxième étape, C'est l'oxydation. ouais, c'est une hydrolyse oxydante, tout à fait. Donc là, c'est une séquence, si je veux être précis, c'est 1, hydroboration. Et l'étape 2, ça serait l'hydrolyse oxydante du trialkylborane. Hop. Résultat, je vais former l'alcool qui est complémentaire, enfin le régioisomère, on va dire l'autre régioisomère par rapport à l'hydratation. Mais elle a une autre propriété, on a vu l'hydroboration, elle est régiosélective, mais elle est aussi, on va le noter ici, donc régiosélective, et il y avait en termes de stéréosélectivité et de stéréospécificité, c'est quoi qui la caractérise? Imana? Ouais, c'est une addition syn. Ok, et donc on peut dire qu'elle est effectivement, on va noter ça, stéréospécifique syn. Résultat des courses, si je laisse le méthyle et l'éthyle dans le plan, je pourrais mettre par exemple le OH vers l'avant ici, et donc le H que j'ai additionné vers l'avant. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais même les mettre en couleur. Hop, comme ceci. Donc là, mince, c'était pas du tout ce que je voulais faire. On recommence. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc j'aurai le OH et le H ici.
qui serait bien arrivé du même côté en syn. Ce qui veut dire que là, j'aurais vers l'arrière le groupe méthyle et ici un hydrogène. Et donc évidemment, je peux former également l'énantiomère. Bon, ce coup-ci, on va le représenter. Comme l'hydroboration, on vient de l'étudier. Avec le OH vers l'arrière. Et dans ce cas, ça veut dire que j'ai aussi le H vers l'arrière. Et donc dans ce cas de figure, là, j'ai représenté que le régioisomère majoritaire sous forme des deux énantiomères attendus. Bon, bah super. Donc là, on a nos deux méthodes finalement d'hydratation complémentaires. Bon, je vous propose maintenant qu'on aille sur cette voie-là, avec dihydrogène, palladium sur charbon. Ça, c'est quoi comme réaction, Alice? Ouais, plutôt quand on ajoute des hydrogènes, plutôt réduction. Comme du coup, on additionne du dihydrogène, addition de dihydrogène, ça s'appelle une hydrogénation. Donc là, effectivement, c'est une réduction d'alcène par hydrogénation catalytique. Donc le nom de la réaction, c'est hydrogénation catalytique. Je vais mettre 4. On peut également préciser qu'ici, c'est une réduction. Alors, sous la flèche, je vous ai mis des conditions de... Ça, c'est le catalyseur de Wilkinson. On l'étudiera plus tôt après les vacances. C'est pour la catalyse homogène, donc pour l'instant, on s'en fiche. Nous, on avait étudié déjà la catalyse hétérogène. Et donc, ce qui caractérise cette réaction, c'était aussi l'addition syn. Sauf que là, si vous regardez bien le substrat, en fait, il n'y a pas de formation de carbone asymétrique. Vous voyez, je vais arriver à 7 alcanes. Et donc là, on ne peut pas vraiment parler de stéréosélectivité, puisqu'on forme une molécule achirale, mais on peut quand même noter que c'est une addition syn. Et donc si c'est une addition syn, elle peut être stéréosélective et stéréospécifique, mais évidemment, ça, c'est dépendant du substrat qu'on étudie. Là, il n'y a pas de carbone asymétrique. Bon, il nous reste la dernière voie ici avec le MCPBA et puis NaOH. Ça, c'est quoi comme séquence, Sarah? Ouais. Donc la première, c'est époxydation et la deuxième, hydrolyse de l'époxyde. Donc l'oxydation, elle est là. Hein. C'est l'époxydation qui est donc une oxydation d'alcène en époxyde. Le MCPBA, il appartient à la famille des péracides ou peroxyacides. Donc de ce type-là, vous vous rappelez, c'est une forme oxydée d'acide carboxylique qui va donc pouvoir transférer un oxygène, en l'occurrence celui-ci, car c'est un oxygène électrophile. On avait vu ça. Bon, ça, vous n'êtes pas... Le mécanisme n'est pas au programme. Et puis, du coup, on devrait former deux époxydes. Donc, je vais laisser la chaîne du haut dans le plan. Je peux mettre, par exemple, l'oxygène ici vers l'avant et le méthyle vers l'arrière. Mais je veux aussi avoir l'énantiomère, comme ceci. Et ensuite, la deuxième étape, du coup, c'est une hydrolyse d'époxyde. Et donc, cette hydrolyse d'époxyde, on avait vu qu'elle était régiosélective et stéréosélective. Mais là, il y a une compensation, en quelque sorte, pour la sélectivité du fait que ça va se faire sur les deux époxydes. Mais en gros, si je raisonne sur un époxyde, le H- va s'additionner préférentiellement sur le carbone le moins encombré stériquement. Et il va avoir une approche dorsale qui est similaire à celle qu'on trouve dans la SN2. Si bien que vous avez formé des diols trans. Donc, je vais avoir
2 alcools. Comme ceci. Et donc, ce qui caractérise ces diols, là, c'est la position relative anti, ici. Et c'est pour ça que la séquence époxydation plus hydrolyse, on appelle ça une anti-dihydroxylation. Et donc ici, ce que j'obtiens, ce sont des 1,2 diols anti. 1,2 diol, on peut aussi parler de diol vicinal. Ça se dit, je le mets entre parenthèses, si vous rencontrez ce vocabulaire. Le diol vicinal. Et je mentionne aussi qu'il existe des méthodes pour former les syn-diols. Alors, c'est plus au programme. Donc, malheureusement, je vais pas en parler ici. Mais voilà. Donc, si on se récapitule, on a la voie époxydation hydrolyse pour former des diols anti. Je vais rajouter les noms des autres fonctions. Sur les parties du haut, là, ça revient à faire des bilans d'hydratation. Donc, on va former des alcools. Donc, ici, on forme un alcool. Ici, on forme un alcool en partant, bien sûr, d'un alcène. Avec la réaction de Diels-Alder, on a vu qu'on avait plutôt une cycloaddition. Donc, ça répond à la famille des additions parce qu'on passe de 2 molécules à une molécule avec perte d'une insaturation. Et on forme des motifs de type cyclohexène avec Diels-Alder. Et enfin, avec l'hydrogénation catalytique, on a le passage de l'alcène à l'alcane. Je n'ai pas mentionné dans cette petite synthèse de cours, mais on avait vu aussi quel cas de figure avec l'hydrogénation. Il y avait un cas particulier qui n'était pas à partir des alcènes, mais à partir des alcynes, tout à fait. Et donc, on avait vu qu'avec l'alcyne, on peut aller jusqu'à l'alcène ou à l'alcane, mais que si on utilisait un catalyseur empoisonné, on arrivait à s'arrêter à l'alcène. J'aurais très bien pu imaginer une fiche où je mettais l'alcyne en haut, un alcyne du coup qui permettrait d'arriver à un alcène avec seulement 2 substituants pour le coup, et ensuite d'avoir le reste de la fiche. D'accord ? Mais là, je n'ai pas d'alcyne qui peut donner 7 alcènes parce qu'il n'y a qu'un seul hydrogène. Voilà, je pense que ça fait déjà un bon tour. Si on voulait compléter encore, on pourrait rajouter les nombres d'oxydation. Tiens, faisons-le, hein, tant qu'on y est. Les nombres d'oxydation des carbones fonctionnels. Je prends une autre couleur. Je vais faire ça. Tiens, en orange. Allez, hop. Donc, sur l'alcène ici, ils valent combien les nombres d'oxydation du carbone? Le carbone de gauche. Maxime, tu dis qu'il vaut combien? Ouais, moins 1 parce qu'il porte un hydrogène. Et le carbone de droite sera 0. Ok, donc on peut vérifier qu'on n'a pas d'hydranée à côté. Si maintenant... n'importe quoi. Alors oui, mais merci. C'est bien. Donc, moins 1, 0. Je fatigue un peu. Ok, donc si on va à l'alcane, on voit que les nombres d'oxydation, ici, il est à combien sur le carbone de gauche? Armel? Voilà, moins 2, et le carbone de droite? Moins 1. Donc on voit qu'on a bien diminution des nombres d'oxydation, ce qui est en accord avec la réduction du substrat. Très bien. Maintenant, si on regarde l'oxydation pour les époxydes, je passe de moins 1 à 0. Et je passe de 0 à plus 1. Okay, donc là, il y a bien oxydation. Je vais souligner ici les oxydation-réduction. Parce que j'ai augmentation des nombres d'oxydation. Par contre, vous voyez, si je vais après regarder le diol, en fait, je reste à 0 et plus 1. 0 et plus 1. Donc l'hydrolyse n'a rien d'une oxydation. Quand je fais la séquence époxydation-hydrolyse, l'oxydation, c'est pendant l'époxydation. Ce n'est pas pendant l'hydrolyse. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde quand on forme les alcools, ça c'est intéressant. Prenons n'importe laquelle des voies. Tiens, on va prendre la voie de l'hydratation acido-catalysée. Le carbone de gauche, il est passé à combien là? Moins 2? Ah mince, alors c'est une réduction. C'est quoi cette arnaque?
Si je suis à moins 2 ici, alors que j'étais à moins 1, c'est que j'ai réduit le carbone de gauche, mais regardez le carbone de droite. Et ouais, il est passé à plus 1. Ce qui fait que globalement, même si on voit qu'il y a une variation individuelle des nombres d'oxydation, bah en fait, le plus 1, moins 1, il s'équilibre. C'est-à-dire que j'ai moins 1 au total, et ici, j'ai moins 1 au total. Si bien que si je tente d'écrire une demi-équation redox entre les deux composés, j'y arriverai pas, puisqu'il n'y a pas d'électrons échangés. Donc tout va bien. Il n'y a pas eu d'oxydation, il n'y a pas eu de réduction, globalement. D'accord? C'est juste sur les carbones, mais ça s'équilibre. Le processus global n'est ni une oxydation, ni une réduction. C'est une hydratation. Ok. Même chose, évidemment, si je vais du côté de l'hydroboration, hydrolyse oxydante. C'est juste pour que vous ne vous fassiez pas piéger en regardant. Si vous regardez qu'un seul carbone, vous pouvez avoir l'impression que c'est de la redox, alors que ça n'en est pas. Voilà, cette fois, je pense qu'on a fait le bilan. Et puis, bah, on va passer aux exercices.